exportations est partie dans les affaires courantes de l'État. C'est le cas en Argentine. De ce point de vue, je suis sensible à ce que tu dis sur les pays surprises, les bonnes surprises, la Bolivie et l'Équateur. Dans les caractéristiques de la Bolivie et l'Équateur, c'est l'innovation politique. Et on a, aussi bien Correa que Morales, s'appuient sur des coalitions politiques bien différentes de celles qui ont gouverné pendant plusieurs décennies ces pays. Et d'une certaine façon, l'Uruguay, c'est un petit peu plus ancien, mais l'arrivée au pouvoir de Tabaré Vázquez a aussi mis fin à cette espèce de bipartisme des colorados y blancos qui avaient gouverné le pays pendant plusieurs décennies. Donc, il y a peut-être une corrélation entre cette capacité d'innovation politique et la capacité à réformer en profondeur. Et de ce point de vue-là, une question que je me pose, et qui particulièrement par rapport au Chili, parce qu'on sait bien que c'est un pays que tu connais particulièrement bien, c'est dans quelle mesure ces partis politiques qui ont fait la transition, qui ont fait la concertation, est-ce qu'ils sont les partis politiques qui seront capables de faire la réforme structurelle? Ou est-ce qu'on doit espérer, attendre que de nouvelles forces politiques se structurent, venant peut-être davantage des mouvements sociaux, qui s'expriment davantage et qui puissent porter ces réformes? Et pour finir cette intervention, moi, ce que tu me dis me fait aussi réfléchir à notre situation, et j'aimerais aussi t'entendre sur ta lecture de la situation européenne. Ce que nous voyons en Grèce, et peut-être un jour en Espagne, est-ce que ce n'est pas l'expression de ces nouvelles forces politiques qui viennent, en tout cas, critiquer fortement cette domination des banquiers que tu as soulignée, et reposer des questions de fond sur, disons, l'avenir de notre modèle économique et de notre modèle social. Voilà. Merci Sébastien. On t'écoute, la réponse, la solution. C'est à toi. Je crois qu'il y a... Je partage tout à fait les préoccupations de Sébastien. Pour la première question, je crois que j'essayais de l'expliquer. Dans les nouvelles conditions, les conditions qui sont les conditions actuelles, il faut des changements profonds. Et la difficulté, c'est que les conditions politiques permettant d'avancer dans le sens de ces changements profonds, ce sont des conditions très difficiles à réunir. Moi, je crois que dans la plupart, comme tendance générale, les pays, les gouvernements, les forces politiques ne sont pas à l'auteur des défis qui sont posés. Je crois que ça, c'est aujourd'hui la situation. Ça risque de produire une Amérique latine qui traîne pendant les prochaines années. Ce ne sera pas une décennie perdue comme celle des années 80, ça pourrait être une décennie dans laquelle il ne se passe pas la même chose. Une décennie, pas perdue, mais une décennie médiocre. Je crois que il y a ce risque-là. Une décennie médiocre. Mais il faut avoir de l'espoir. Je crois que peut-être même dans les pays qui ont des situations spécialement délicates, peut-être il peut y avoir aussi un certain processus de destruction créative permettant l'innovation, permettant que quelque chose de nouvel puisse voir les jours. C'est difficile, mais je crois que c'est un processus ouvert. Dans le cas de Chili, par exemple, on a une recherche, on cherche à faire quelque chose d'autre. Et là, je passe justement à la question sur le Chili. Je disais que le deuxième gouvernement de Mme Bachelet, ça représente une tentative sérieuse pour faire quelque chose de différent. On a commencé avec une réforme fiscale. C'est une réforme qui est peut-être sur la voie dans le contexte des pays de l'OCDE. C'est une réforme modérée. Ça doit nous amener de 20 à 22, 23 points de PIB comme pression fiscale. Pour les critères de l'OCDE, ce n'est pas énorme. Mais pour le Chili, passer de 20 à 23, c'est quelque chose d'important. Donc, on essaye d'acheminer les choses dans la bonne direction. On a aussi entamé une réforme de l'éducation, une réforme visant un objectif très ambitieux,
c'est l'idée d'en finir avec les marchés dans l'éducation. C'est quelque chose d'énorme. J'espère qu'on va réussir. Donc je crois qu'il y a quand même une recherche, on cherche à trouver de nouveaux chemins. Je crois, et là je ne parle pas comme analyste, je parle comme acteur, je crois que la nouvelle majorité, qui est la coalition qui gouverne et qui appuie la présidente Bachelet aujourd'hui, ça a été un progrès par rapport à l'ancienne concertation. Ça c'est tout à fait évident. Je crois que ça a été aussi très important que les dirigeants des partis de l'ancienne concertation ils reconnaissent que c'était une alliance qui était complètement épuisée. Ils sont allés donc vers ce qu'on appelle une nouvelle majorité. On a incorporé les partis communistes. Bien fait. C'était tout à fait anormal d'avoir un parti communiste important comme le Parti communiste chilien, qui a été historiquement, ce n'est plus, mais historiquement, ça a été le principal parti communiste de l'Amérique latine, de loin. C'était le troisième parti communiste au niveau du monde occidental, après les partis communistes italiens et les partis communistes français. Peut-être que le Parti communiste chilien doit être un des principaux partis du monde occidental. En tout cas, il est bien plus petit qu'auparavant. Le Parti communiste chilien faisait entre 15 et 20%. Aujourd'hui, c'est un parti qui fait, vous savez, de 6, 7, 8%. Mais qui a quand même une force importante. Et je crois que c'était très injuste l'exclusion qu'a subi le Parti communiste pendant 20 ans de transition à la démocratie au Chili. Or, je crois que cette nouvelle majorité n'est pas suffisante. Je vais vous donner un chiffre. Madame Bachelet a été élue au 12e tour avec 62% de voix, mais avec un taux d'abstention de plus de 50%, par rapport à l'univers de personnes pouvant voter. C'est trop. C'est trop. Donc je crois qu'il y a des forces progressistes qui sont en dehors de la coalition. Il y a des leaderships qui sont en dehors de la concertation qui sont importantes. Et il y a une très large partie de la population qui ne participe pas. Par exemple, ça c'est quelque chose de tout à fait remarquable. Il y a pas mal de personnes qui participent de façon très active aux mobilisations sociales, mais qui ne votent pas. Donc il faut faire en sorte que les systèmes politiques puissent avoir cette énergie-là. Je crois que ça suppose élargissement, une convergence de toutes les forces sociales et politiques qui sont pour soutenir cet élan rénovateur, cet élan réformateur qui essaye de pousser en avant le gouvernement de Mme Bachelet. Ça, c'est, à mon avis, une question tout à fait fondamentale. C'est de cette possibilité d'élargir, de faire converger l'ensemble des forces qui va dépendre finalement la sorte de ces gouvernements. Mme Bachelet a dit réforme fiscale, elle a dit réforme de l'éducation, mais elle a dit quelque chose de tout à fait essentiel, une nouvelle constitution. Et pour avoir une nouvelle constitution, il faut avoir une majorité sociale et politique très solide. Autrement, on ne réussit pas. Et pour la question sur l'Europe, je parle très humblement, mais je ne suis pas sûr. J'essaie de regarder ce qui se passe en Espagne, ce qui se passe en Grèce. Je ne suis pas sûr. Ce qui se passe dans ces pays, ce sont des manifestations. Peut-être, je ne sais pas, les dernières manifestations de la politique du XXe siècle. Ce sont les toutes dernières manifestations. Ou ça correspond plutôt aux nouvelles formes politiques du nouveau siècle. Je ne sais pas. Je trouve très intéressant, par exemple, ce qui se passe en Espagne. Il faut dire que Podemos, il a mis dans une situation très difficile les partis politiques traditionnels, le duopolio constitué par les partis populaires et les partis socialistes. Mais je ne sais pas, je suis pas sûr que ça puisse être une forme politique permanente. Je ne sais pas si c'est plus un état d'âme qu'une innovation politique qui puisse s'inscrire dans la durée. Je ne sais pas.
Mais il y a une chose sur laquelle je suis sûr. Je viens d'écrire quelque chose dans un journal chilien sur cette affaire. Le progressisme en Amérique latine a été très largement influencé par l'Europe. Le socialisme français, l'Europe, ça a été un point de référence. Ça, je le dis avec respect. Je crois que le progressisme latino-américain n'a pas grand-chose à tirer aujourd'hui de la gauche européenne. Je vois que la gauche européenne, la social-démocratie, c'est peut-être le passé de l'Europe. Et si c'est le passé de l'Europe, difficilement, ça peut être le futur de l'Amérique latine. Il faut donc, je crois, je le dis humblement, il faut voir en Europe trouver quelque chose d'autre. Et en Amérique latine aussi. Il va falloir donc faire quelque chose qui est très difficile. C'est penser par nous-mêmes. Merci. Ken, à toi. Oui, bon. Bien évidemment, avant tout, merci Carlo pour cette présentation tellement riche qui permet effectivement de discuter de nombreuses questions, de nombreux points. Moi, je voudrais juste introduire quelque chose qui est très présent, n'est-ce pas, dans les débats, dans les discussions, dans les oppositions politiques en Amérique latine, les idées de fin de cycle, qui était également une question qui est très présente dans ton analyse. Mais en affirmant quelque chose clairement sur la fin du cycle économique, qui effectivement est clair dans ta présentation, mais en complétant. Et essayons d'aller plus loin dans ce que ça signifie ou peut signifier selon les évolutions économiques que l'on peut avoir en termes politiques. Et puis, quelques observations sur la fin du cycle politique ou pas, parce qu'il y a deux dimensions dans cette fin du cycle et deux dimensions dans ta présentation. Sur la fin du cycle économique, d'abord, je crois qu'effectivement, on est passé de cette phase d'expansion, d'abondance des ressources extérieures, fruit de la hausse des matières premières, des financements extérieurs abondants, à une situation où ce n'est plus le cas. Mais lorsque ce n'est plus le cas, on peut avoir trois cas particuliers, disons, comme débouchés de cette situation d'inflexion du cycle économique. Celle dans laquelle on se trouve aujourd'hui, c'est-à-dire la réapparition de la contrainte extérieure, des problèmes de devises ici et là, des monnaies qui se déprécient. Une situation encore plus grave et complexe qui est une crise des balances de paiement, c'est-à-dire effectivement des besoins de plans draconiens de réduction des importations, et éventuellement des éléments de contagion, disons, de cette crise au niveau des devises vers des dimensions internes, monétaires, etc., encore plus graves, même des éléments financiers. Et puis, la troisième évolution possible que la région a connue à plusieurs reprises, qui est la crise de l'endettement extérieur, où effectivement on ne peut plus honorer les engagements passés. On est dans la première configuration pour le moment, avec des pays, effectivement, dont on se pose des doutes, où il y a des questions à se poser, notamment sur le cas du Venezuela, qui a des échéances de dette importantes cette année, et qui a effectivement des problèmes de réserve de change et des difficultés également aux tensions politiques importantes que tu as évoquées. Et justement, si on est dans cette première configuration des contraintes extérieures, et que ça ne va pas aussi loin pour le moment, hein, vers d'autres situations plus compliquées, c'est parce que la période précédente a eu ces caractéristiques de désendettement, de bonne gestion macroéconomique, etc. Et que ceci était une nouveauté importante. Lorsque les choses commencent à aller moins bien ou mal, il ne faut pas oublier ce que l'on a considéré comme un atout intéressant de la région dans la période passée, et qui est une nouveauté, et qui est quelque chose, disons, de positif à préserver dans la nouvelle phase. Donc ça, c'était la première considération importante. Et je crois que le fait que ça soit médiocre ou pas, je voulais avoir cette décennie-là, ça va dépendre justement de cette évolution générale de la situation. Si le contexte international, par exemple, continue à être morose pour la région latino-américaine pendant 2, 3, 4 ans, effectivement, ça va être difficile. Mais on peut faire des scénarios, il y a beaucoup de rebondissements. La situation internationale est une situation de croissance médiocre, des problèmes, mais avec beaucoup d'oscillations. Et je dirais que dans son déploiement, la crise internationale affecte certaines régions,
et puis d'autres, etc. Et donc on peut penser à une certaine correction des prix des matières premières. Donc ça va dépendre de ça. Mais semble-t-il, je voudrais avoir ta réaction sur les aspects des contextes internationaux et d'évolution des situations économiques de certains pays. Et on pourrait pousser plus loin et dire, voilà, si on fait l'hypothèse qu'il y a une crise grave dans tel ou tel pays, est-ce que dans la région il peut y avoir des éléments de contagion ou pas? Quels sont les maillons faibles qui pourraient apparaître? On a cité l'Équateur. L'Équateur, effectivement, est une bonne surprise. Mais n'oublions pas ses fragilités. Et la dollarisation est un problème, puisqu'on ne peut pas faire des politiques contre-cycliques. Et donc, si l'Équateur veut continuer avec ses programmes d'investissement, il va falloir qu'il lève des capitaux dans un contexte où on entre moins de dollars du fait de ces exportations pétrolières. Et là, ils sont face à un problème. Bon, la bonne gestion économique aide, puisque justement, ils vont pouvoir lever des capitaux. Et puis, comme les marchés ont la mémoire courte souvent, et on oublie qu'il y a eu un défaut et des problèmes en 2008, il y a des liquidités à placer parfois, mais les émergents n'attirent pas comme par le passé. Donc, première observation sur ça, le fin du cycle économique et ses éventuels, et finalement, débouchés, disons, ou évolutions. Et puis, très rapidement, sur la fin du cycle politique, je mettrai avec un point d'interrogation, puisque je crois que là, effectivement, on est face au thème clé que tu as évoqué, c'est ces courants politiques de centre-gauche, progressistes, comme on peut les appeler, effectivement, ont accompagné cette phase d'expansion. Et si, effectivement, elles veulent jouer un rôle dans la nouvelle phase d'inflexion et des vaches maigres, pour ainsi dire, il va falloir qu'elles se réinventent. Et cette réinvention doit tenir compte des éléments que tu as évoqués, nouvelles demandes, etc. Est-il possible ça? C'est ça là, une question qui me paraît très importante. Et quelle récomposition politique devrait se produire? Est-ce que, par exemple, un parti comme le PT, qui était lié à, nous connaissons l'histoire, je ne vais pas le répéter, mais la classe ouvrière, de San Paulo, etc., et toute cette évolution initiale, et c'est logique qu'il ait fait une politique, disons, de récomposition salariale très importante dans la première étape du gouvernement de Lula, avec de nouveaux mécanismes d'indexation salariale, etc. C'est presque aussi logique qu'il ait un peu oublié les aspects productivité qui devaient aller de pair avec cette évolution pour que les pays ne subissent pas un problème de compétitivité. Mais maintenant, il faut d'autres choses. Il faut une réponse politique. Alors, pour ces nouvelles récompositions, je vais te laisser sur la table quelque chose dont on a discuté nous précédemment. Peut-être qu'il est intéressant de tenir compte du concept, on a évoqué tout à l'heure par rapport à un aspect de la question, de tolérance ou intolérance des sociétés par rapport à certaines choses. Je crois que, par exemple, fruit de cette évolution des années 2000, et fruit des crises passées, parce que les sociétés apprennent, il y a une moindre tolérance à l'endettement et à la gestion publique, financière, budgétaire irresponsable en Amérique latine. C'est pour ça qu'il y avait il y a eu cette pression pour que des gouvernements soi-disant populistes, pour certains, finalement, aient été beaucoup plus rigoureux que certains gouvernements non populistes du passé. Toujours entre guillemets tout ça. La tolérance à l'égard de la pauvreté a diminué dans la région. Et dans les débats politiques que l'on a vus dans plusieurs pays, on voit que des forces traditionnellement peu inclines à parler de ces questions-là sont obligées, du fait des évolutions et des propositions de ce gouvernement de centre-droit. La tolérance à la corruption est moindre aussi, et on voit là peut-être une des raisons de ces tensions qu'il y a autour de ces sujets pendant de nombreux pays du monde. Est-ce que la tolérance à la médiocrité va être élevée ou pas, disons? Est-ce que les demandes, toutes ces demandes, inégalité, pauvreté, corruption, etc., pourront être en quelque sorte gérées dans ces contextes? Voilà donc quelques remarques pour compléter cette intervention, encore une fois très très complète. Merci. Bon, comme Une autre conférence dans 5 minutes. oui, non, comme toujours dans ce type de conférence, il y a des questions très intelligentes, difficiles à répondre. Moi, je partage l'analyse de Carlos. Je crois que dans les nouvelles conditions internationales, c'est à nouveau la contrainte externe qui réapparaît. Et ça réapparaît de façon d'autant plus forte en mettant en avant le fait que pendant les cycles exceptionnels, il y a eu un certain gaspillage. Il y a des pays qui ont laissé une partie des ressources de côté, les fonds souverains, de façon à pouvoir les utiliser pendant les périodes des vaches maigres. Ça peut être le cas de Chili, qui a une réserve internationale importante.
il faut le dire, le Sénégal du Chili, c'est un pays qui a une position créditrice au niveau international. Le Chili investit plus dans le monde que ce que le monde investit au Chili. Si on considère les ressources internationales, les fonds souverains, tout ce qui sont les fonds de pension, on arrive à cette conclusion-là. Je crois que le Brésil, peut-être, il est dans une condition pareille. Mais ce qui est lamentable, c'est que pendant tous ces cycles exceptionnels, avec cet essor des matières premières, on n'a pas investi dans de nouvelles activités, nouveaux secteurs productifs permettant de faire face à ce processus de reprimarisation. Concernant les conditions internationales, moi je crois que il y a des choses qui constituent plutôt des tendances lourdes. Le ralentissement de la Chine, je crois que c'est une tendance lourde. Je crois qu'on n'aura pas dans les années à venir, dans les prochaines années, des taux de croissance de plus de 10%, comme on a eu dans le passé. Je crois que ça on peut l'assurer parce qu'en plus, ce sont les autorités chinoises qui le disent. Ils sont en train de changer un peu le modèle de croissance, il va y avoir une importance accrue de la consommation interne. Des choses vont changer en Chine, je crois qu'on n'aura plus de taux de croissance de 10%. Et les passages, des croissances de 10%, un passage à une croissance de 7 ou 6%. Pour l'Amérique latine, c'est quelque chose de fatal. Ça entraîne des baisses très importantes des cours de matières premières, une baisse très importante de la demande internationale. Je vois qu'il y a une autre tendance, je crois, lourde, c'est ce qu'on appelle la normalisation financière aux États-Unis. C'est le fait que les États-Unis représentent dorénavant un marché beaucoup plus intéressant, ce qui va entraîner un certain retrait des flux financiers qui allaient vers l'Amérique latine, qui vont aller dans le sens inverse. Donc je crois que pour les années à venir, le scénario international sera un scénario beaucoup plus restrictif. Ce sera un scénario plus compliqué. Il est vrai qu'il y a des tendances qui jouent dans un sens contradictoire. Il y a la baisse des matières premières, il y a la baisse du pétrole. Ça a des conséquences terribles pour le Venezuela. Ça a des conséquences dures pour la Colombie, pour l'Équateur. Mais c'est une très bonne nouvelle pour le Chili, qui n'a pas de pétrole. Et la baisse du pétrole, ça compense à peu près la baisse du cours des matières premières que le Chili exporte. Mais dans l'ensemble, je crois que le scénario international va être un scénario beaucoup plus contraignant. Et je crois, c'est quelque chose qui ressemble un peu à ce qui s'est passé pendant les années 30-40. C'était une contrainte externe très forte qui a obligé les pays de l'Amérique latine à faire quelque chose de différent. À cette époque-là, c'était la solution sans importation, on ne va pas faire ça. Mais il faut réinventer de nouvelles formes. C'est ce que d'autres économistes appellent un nouveau desarrollisme. Il faut mettre l'activité productive au centre du débat. Il faut essayer de relancer l'intégration. Si l'Amérique latine veut jouer un certain rôle au niveau international, il faut le faire d'une façon intégrée. On est 100% du PIB mondial, on est 8% de la population mondiale, on n'est pas énorme. Même le Brésil ne veut pas réussir tout seul, les autres pays encore moins. Donc, je crois qu'on est dans une période très compliquée parce qu'il y a des défis qui sont très exigeants du point de vue des conditions que peuvent les faire avancer. Et une situation politique très tendue. Mais peut-être que c'est justement dans ces conditions difficiles qui se créent les forces, l'énergie permettant d'aller vers l'avant. Puis, pour les questions politiques, les réformes politiques dont parlait Carlos, je crois qu'elles sont nécessaires, mais elles ne sont pas inévitables. C'est ça le problème. On peut très bien passer 2, 3, 4, je ne sais pas, une décennie en essayant de faire des réformes, mais en ne réussissant pas.
On parlait tout à l'heure du cas de Chili. Je crois qu'il peut y avoir au Chili une sortie par le haut, je l'espère. Peut-être qu'en Argentine, peut-être, je voudrais bien que puisse reprendre une idée qui a été très présente au début du kirchnerisme. C'était cette idée de la transversalité, d'essayer de constituer une convergence politique permettant de dépasser. Je sais, Alain, il ne croit rien à ça. Mais je l'ai fait aussi pour provoquer Alain, de façon à ce qu'il puisse intervenir aussi. Mais je crois que l'Argentine a besoin de passer, je ne sais pas, à un moment donné, le clivage péronisme ou antipéronisme. Il y a, par exemple, dans les forces d'opposition argentines, des forces qui sont progressistes. Malheureusement, l'expérience de Vicente de la Rúa, qui voulait aller dans ce sens-là, elle a très mal tourné. Donc cette idée de la transversalité, cette idée du rechange, c'est quelque chose de terrible en Argentine. On n'a pas un très bon souvenir. Mais j'ai l'impression qu'il faut quand même essayer de créer une force politique permettant de faire des réformes. Le thème de la qualité institutionnelle de la politique en Argentine, c'est un thème clé. C'est un pays avec un niveau culturel très élevé. Une bonne partie de la population est passée par l'analyste, au moins. Et on voit pas, c'est difficile d'expliquer un certain sous-développement de la politique. Je ne pense pas que ce soit quelque chose de tout à fait inévitable, mais il pourrait y avoir, il doit y avoir un moment dans lequel l'Argentine puisse dépasser ce type de clivage. Et même pour dire des choses provocantes, peut-être au Venezuela. J'essaie de suivre, je ne suis pas un expert du Venezuela, mais je connais un peu. Et il faut dire qu'il y a des secteurs progressistes dans le gouvernement et dans l'opposition. Peut-on créer les conditions d'une convergence de ce secteur? J'espère bien. Il est très difficile dans des conditions de polarisation de l'économie du pays aujourd'hui. Mais peut-être que on pourra trouver les conditions permettant une convergence de secteurs progressistes au Venezuela, en Argentine, de façon à trouver les conditions permettant de sortir de la crise. Parce qu'autrement, on ne pourra pas s'en sortir. Et, dernier point, moi je crois que tous les thèmes de corruption sont devenus très à la mode en Amérique latine. Moi je ne pense pas que l'Amérique latine soit plus corrompue aujourd'hui que dans le passé. Je crois que ces phénomènes, ça a trait plutôt à l'élévation de ces standards de transparence. Il y a les réseaux sociaux, il y a beaucoup plus de gens qui regardent ce qui se passe. Donc, je crois que ce sont à peu près les mêmes pratiques, mais dans des conditions de vigilance qui sont complètement différentes. Bien, avant de donner la parole à la salle, je vais quand même ajouter quelques mots. Je voudrais faire une remarque générale sur ce que tu nous as dit. Je suis tout à fait d'accord avec les obstacles, avec les différents points que tu as développés. Mais ce qui me semble intéressant dans ton propos, c'est que finalement, tous les problèmes sont des problèmes politiques. Essentiellement des problèmes politiques. Le Mexique et le Brésil, que je connais un peu mieux que d'autres, ce sont deux pays qui ont réussi finalement. Le Brésil est le plus grand pays industriel de l'Amérique latine. Le Mexique n'est qu'un pays industriel maintenant. Un est trop ouvert, l'autre est trop fermé. Mais tous les deux ont des régimes politiques qui sont indécents. Car le Mexique n'est pas encore une démocratie, comme on l'a vu avec les événements récents et tout ce qui se passe avec la mainmise de la grande délinquance dans les États, dans les provinces, etc. Au point que le gouvernement n'arrive pas à remettre en ordre le Michoacán, par exemple, qui est quand même c'est l'État de Cardenas. Donc c'est un État symbolique de la révolution et symbolique de l'ordre mexicain moderne. Et les réformes
au Brésil et au Mexique ne débouchent pas ou sont extrêmement difficiles. Il n'empêche que le Mexique est un pays industrialisé, dans lequel il n'y a pas simplement des usines tournevis type maquiladora, il y a une montée en gamme, il y a un secteur technologique de haut niveau et une transformation qui ne se voit pas mais qui est en cours, qui nécessairement ira avec une transformation politique. Alors, sur l'Argentine, bon, un mot simplement. Le parti transversal, c'est tant que Nestor Kirchner ne pouvait pas mettre la main sur le parti socialiste. Quand il a réussi à évincer Duhalde du parti socialiste, et suivant d'entrer dans les détails, ben, il est devenu, en 2008, président du parti socialiste. Et le parti transversal, qui faisait très bien, parce que ça faisait péter à la brésilienne, on n'en a plus jamais entendu parler. Le parti transversal s'était débauché des péronistes et des non-péronistes pour en faire le Front pour la victoire de Kirchner. Point. C'est tout. C'est pas aller plus loin. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On a la bipolarisation kirchneriste, anti-kirchneriste, péroniste, anti-péroniste, la plus forte depuis 1955. Non seulement il n'y a pas eu de reclassement, non seulement il n'y a pas eu de modernisation, non seulement il n'y a pas eu de restructuration de la vie politique, mais on est revenu dans les ornières les pires de 70 ans d'histoire argentine où le péronisme a démissionné. Comme disait récemment le grand sage de la politique latino-américaine, Pepe Mujica, ce sera un péroniste qui gagnera, et pauvre Argentina si no gana un péroniste. Bon. Et voilà, je voudrais simplement faire un commentaire et poser une question au sujet du nouveau désarrollisme. J'aimerais que tu nous indiques ce que ça veut dire, parce que industrialiser aujourd'hui dans les conditions du XXIe siècle, de la globalisation, des chaînes de valeur universelles, ce n'est pas revenir à l'industrialisation par substitution d'importation. Parce que c'est exactement ce que les Kirchner et Dilma Rousseff vont essayer de faire avec le succès que nous savons. Avec la préférence nationale au Brésil, avec la fermeture et le retour aux licences d'importation à l'Argentine, qui ont fait qu'il n'y a pas eu d'industrialisation, il n'y a pas eu des industries compétitives, et on a tué le Mercosur. On a tué le Mercosur, et si on pense, et je le pense aussi, que des échanges qui dépasseraient 25% et qui iraient à 40 ou 50% entre les pays, même si ce ne sont que les pays du Mercosur, ça vaudrait mieux que de se refermer sur eux-mêmes, comme cette industrialisation de type nouveau et nationaliste est en train de le faire et qui a provoqué la crise aujourd'hui à l'Argentine et au Brésil. Alors, dis-moi, qu'est-ce que c'est ce nouveau développementisme si on essaie de répondre aux besoins de l'industrialisation, mais dans un monde qui est celui de la globalisation et avec une visée qui doit être celui de la région, celle de la région et de l'intégration. Voilà, merci. Sur l'Argentine, je ne vais pas suivre. Non, mais je te répondais. Non, mais tout juste un seul mot sur l'Argentine. Je crois qu'Alain a tout à fait raison. Les choses se sont passées comme il l'a dit. Mais ce n'est pas obligatoire que les futurs soient exactement la même chose. J'espère qu'il y ait une réflexion dans les différentes forces politiques argentines. Rendre compte, tu peux se rendre compte du fait qu'on est dans une situation aujourd'hui difficile, délicate, et que si les clivages politiques, la polarisation politique continue à être la même, il ne va pas y avoir une issue positive à cette situation. Donc, la transversalité, c'est quelque chose qui n'a pas marché. C'est vrai, mais je crois que ça reste. L'idée d'une convergence des forces politiques progressistes dépassant l'ancien clivage, c'est quelque chose qui est quand même nécessaire. Je ne sais pas si ça va se faire, mais ça reste quand même comme une nécessité de la politique en Argentine. Pour ce qui est du nouveau désarrollisme, c'est vraiment quelque chose, c'est un nouveau débat, c'est un débat très préliminaire. Ce n'est pas une expression qu'on utilise de façon courante.
Je vois que le débat en Amérique latine sur les nouvelles stratégies, c'est un débat tout à fait embryonnaire. Tout à fait embryonnaire. Les gouvernements, les principaux leaders, ils ne sont pas dans ce débat. Malheureusement, parce que ils continuent à réfléchir dans les conditions d'un monde, dans cette réalité nationale qui a énormément changé. Et ça, c'est le problème. Et c'est pour ça que, écoute, je disais qu'il y a une érosion de leadership. On n'a pas les mêmes leaders qu'on avait il y a 10 ans. Et ça, c'est un gros problème. Surtout dans des pays autoritaires, des pays qui continuent à reproduire la tradition des caudillos. Caudillos modernos, mais caudillos finalement. Des systèmes politiques qui sont très dépendants de la volonté des personnes. Donc, c'est un débat très embryonnaire. Mais je crois qu'il y a des choses que doivent différencier ces nouveaux desarrollismes de ce qu'on a connu pendant le siècle passé autour de la solution de l'importation. Ça doit être un tout nouveau type d'industrialisation qui soit essentiellement basé dans la plupart de nos pays. C'est peut-être le cas du Brésil, c'est peut-être un peu différent, mais dans la plupart de nos pays, dans la dotation des ressources naturelles. Par exemple, ce n'est pas normal, dans le cas du Chili, que je connais le plus, on est le principal producteur du cuivre. Mais on importe l'essentiel des biens d'équipement de la Finlande, qui n'a presque pas de mine. Ce n'est pas normal. Nous, tu vois qu'on ne peut pas faire les développements industriels de la Corée. On n'aura pas Samsung, on n'aura pas Hyundai. Mais on doit pouvoir développer, par exemple, une véritable industrie minière. Le Chili avec le Pérou représente à peu près 40% de la production mondiale du cuivre. On doit pouvoir faire quelque chose. Pour cela, il faut aussi ça, on n'a pas parlé, mais c'est aussi une partie des problèmes. On doit pouvoir en finir avec les vieilles querelles du 19e siècle, des problèmes frontaliers. On n'a pas parlé de ça. On a eu les problèmes entre le Chili et le Pérou. Maintenant, on a les problèmes à la haie entre le Chili et la Bolivie. Ce sont des héritages du 19e siècle qu'on doit pouvoir résoudre le plus vite possible. Mais pour essayer de répondre, je crois qu'il n'a pas une réponse complète, parfaite à la question que pose Alain. Mais cette idée des nouveaux desarrollisme, c'est quelque chose qui, je l'emploie dans le sens pour me rapprocher de cette idée d'un élan, d'un effort national visant à répondre au nouveau contexte international qui s'est produit après la crise des années 30. Ce n'est pas cette fois-ci la crise des années 30, mais c'est quand même un changement très profond d'environnement international il nous faut des réponses. Or, ces réponses ne peuvent pas être purement des réponses nationales. Et il faut trouver quelque chose au niveau régional. Et ça, c'est toute la question. Moi, je l'ai dit ça dans ma présentation. Un des problèmes, c'est le fait qu'on a un continent, une région qui n'est pas intégrée. Mais il y a quand même aussi des espoirs. Je ne vais pas parler de ça, par exemple, c'est quelque chose sur laquelle moi j'ai beaucoup d'espoir. C'est le fait, par exemple, que si les gouvernements n'arrivent pas à s'intégrer au niveau des entreprises, il y a des phénomènes qui sont intéressants. Et même au niveau des grandes entreprises. Je donne un exemple. Le fait, par exemple, que la ligne aérienne chilienne, LAN, s'intègre avec une ligne brésilienne, ça permet à des compagnies latino-américaines de taille moyenne de devenir une grande compagnie. Donc je crois que dans cette intégration au niveau productif, au niveau des entrepreneurs, il peut y avoir la possibilité de déclencher un processus d'intégration réel, effectif. Ce que les gouvernements ne sont pas en mesure de faire. Peut-être que les entreprises peuvent le faire. Or, à une condition.
qu'il y ait une politique publique qui encourage ce processus et qu'en échange, ces entreprises puissent se soumettre à un certain code de conduite. Ça, c'est une question nouvelle que, à mon avis, peut ouvrir de nouvelles pistes, de nouveaux chemins dans ce processus très compliqué, très difficile qui a été l'intégration de l'Amérique latine. Oui, on passe peut-être 3 questions. La question, le temps de